Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Exceptionnelle. Les mots ont un sens et là il faut dire les choses factuelles et c'est un mot que j'aime beaucoup. Waouh. Waouh. Alors l'épisode 5 de Top Chef était excellent. Vraiment excellent. On va en faire la chronique dans ce début d'épisode. Dans cette review, parce que vous aurez à la fois deux épisodes comme à chaque fois. Et ensuite on va parler de l'épisode 6. Et alors l'épisode 6, qui est l'épisode qu'on a eu cette semaine. Oh là 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 là, n'en jetez plus, c'est la chose. Je commence par ça, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas regardé, si vous avez fait autre chose, si jamais vous avez regardé l'Olympique de Marseille, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y avait, le Manchester City Real Madrid, il y avait ça en face. Si vous avez regardé n'importe quoi d'autre, n'importe quoi, je m'en fous, je sais pas ce qu'il y avait, je m'en fous. Vous rattrapez ça. Ah mais, et si vous n'avez pas vu Top Chef, si vous n'avez jamais vu, vous savez pas ce que c'est, et bah c'est l'épisode parfait pour démarrer. Ah ouais, commencez par ça, épisode 6 de Top Chef 2024, commencez par ça. Ah, vous y allez, c'est garanti sur facture, garanti par Maxime, autant vous dire que voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais franchement, oh là là, le bonheur parfait. Bon, on va parler d'épisode 5 d'abord, vous aurez le timecode dans la description évidemment, épisode 5 puis épisode 6, mais... allez, si jamais vous n'êtes pas un grand fan de Top Chef, j'espère que la miniature va vous donner envie d'aller voir, j'espère, machin, etc. Vous sautez l'épisode 5 et vous allez à l'épisode 6 et vous allez voir, c'est une dinguerie. J'avais jamais pris autant de notes sur un épisode de Top Chef. C'est oh là là, quelle merveille. Mais on va en parler après. On va commencer par l'épisode 5, parce que l'épisode 5 était très bon aussi d'ailleurs. Et c'est pour le moment, alors l'année dernière, j'étais pas fan du tout de la saison de Top Chef que j'avais trouvé vraiment à côté de la plaque. C'est mes goûts, hein, mais j'avais trouvé ça raté, mais raté de A à Z, le casting était raté, les épreuves étaient ratées, les plats étaient ratés, pour moi il n'y avait rien à sauver. Et ben là, oh là là mes enfants, accrochez-vous, c'est formidable. Alors, on va commencer déjà l'épisode 5. L'épisode 5, le thème, le premier thème, c'était la food porn. Attention YouTube, hein, on me démonétise pas, on fait pas des problèmes, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est comme ça, j'y dis pour rien, c'est comme ça. C'est en gros, il faut rendre le plat le plus sexy possible à la photo. Alors, je savais pas, alors là ça m'a fait mourir de rire parce que moi je ne savais pas que ce qui rendait un plat sexy à la photo, c'est un plat qui dégouline de fromage, de gras, de tout ce que tu veux. C'est ça, à ce qui paraît, qui rend les plats sexy. Ouais, alors moi franchement, vous me mettez un magnifique, je sais pas moi, un beau plat de pâtes bien présenté, un magnifique gâteau, etc. etc. J'ai pas besoin que ça dégouline de trucs infâmes et horribles. Bref. Mais il semblerait que voilà, ce thème-là, cette tendance-là, c'est vraiment le côté il faut que ça ait l'air de baigner. Mais en fait, la surprise, c'est que justement, ça a l'air de dégouliner de bonheur. Et qu'en fait, quand tu le manges, tu dis c'est pas si mal, tu vois. Et ben voilà. Bon, c'est un concept, mais forcément, ce qui est génial avec ce concept-là, c'est que pour les téléspectateurs, c'est aussi intéressant que pour les gens qui goûtent. Parce qu'effectivement il y a le goût, mais il y a aussi tout un aspect du visuel. Et là-dessus, le téléspectateur peut être emporté et peut être charmé. Alors moi, c'est pas le thème qui m'a fait le plus rêver depuis toujours. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est voir les candidats, ce qu'ils en ont fait de ce thème. Et ça a été super intéressant. Alors il y avait donc deux personnes pour goûter. François-Régis Gaudry, qui est un habitué de la maison. Il est dans la brigade cachée avec la deuxième partie de l'émission le soir, voilà, qui permet... de faire peut-être revenir quelqu'un plus tard dans la brigade cachée. Et il y avait Anne Luzin, donc, qui est la directrice de revue gastronomique, et qui donc sait prendre des photos, etc. etc. Bon, ok. Alors, bon, il fallait d'abord photographier son plat, et ensuite, au visuel, il y a un plat qui ne sera pas goûté, terminé, au revoir, et le reste va pouvoir être dégusté. Alors, le thème, il semble être offert d'une manière ou d'une autre à Pierre. Pierre, candidat qui, depuis le début, alors il est un peu monomaniaque le gars, mais bon voilà, parce qu'on en a eu des gens qui sont un peu la bonne bouffe, etc., etc., mais à ce point-là, on va pas se mentir, le mec, il en tient une couche. Pierre, voilà, c'est le gras. J'aime le gras c'est la vie. En gros, c'est Caradoc réincarné dans une cuisine de Top Chef. Voilà, c'est ça, c'est le concept du bonheur. Ce qui fait qu'il met du gras de partout, du beurre, alors il va y avoir tout un running gag parce que le mec a pris tout le beurre de l'ensemble de la cuisine et donc forcément, mais tous les gens cherchent, il n'y a plus de beurre, dans le frigo, il n'y a plus de beurre, c'est pas normal, et le mec c'est rien à foutre, en plus il répond même pas à la bestiole, il en a rien à battre, c'est formidable. Bref, lui, vraiment c'est un expert. Bon. Sauf que là, ce que dit Philippe Etchebest en passant, il dit, le gras c'est bien,
mais c'est bien aussi quand même d'adoucir un peu le gras, parce que oui, ok, visuel, ça va dégouliner de partout de gras, mais par contre, quand même qu'à la bouche, à la dégustation, ça soit un peu intéressant, parce que sinon ça va être lourdingue, quoi. Ça va être lourdingue, mais bon. Sauf que là, lui, Pierre c'est le GOAT. Pierre, il voit arriver un meilleur ouvrier de France, il voit arriver ses chefs de brigade, et il en a rien à foutre. Rien à foutre, le mec il dit, ah non mais moi je veux que c'est du gras, sur du gras, cuit dans sa graisse, et après, nappage de gras. Voilà, pour terminer, au revoir. Donc Philippe comprend bien que, pousse-toi pour que je m'amuse, à mon avis un jour ça va clasher, violent, je sais pas où ça va arriver, mais le jour où ça arrive, ça va être formidable, parce que là, voilà, c'est vraiment limite, pousse-toi, rien à foutre, bon bref. Donc, j'ai dit tout de suite, lui, vous allez voir, à mon avis, ça va peut-être coincer, hein, ça va peut-être coincer, ils vont lui faire la remarque, etc. etc. Bon. Il y a ensuite un incident sur l'autre brigade, parce qu'il fonctionne par brigade, etc. Bon bref, peu importe, c'est compliqué cette année parce que c'est des brigades qui sont différentes d'habitude. On va dire la brigade des filles, parce qu'il n'y a pas de filles à l'intérieur, c'est des jury filles, voilà. Donc la brigade de Stéphanie Lequelec, c'est elle dont on va parler. Ils vont lancer une cuisson de riz de veau, voilà. Bon. Il s'avère que pour ceux qui ne savent pas, Stéphanie Lequelec, elle maîtrise assez bien le riz de veau. Hein, je crois qu'elle le met à sa carte de son restaurant, je crois qu'on l'avait vu, je crois qu'elle avait déjà proposé des thèmes en rapport avec ça, etc. Donc bref, c'est quelque chose qu'elle maîtrise. Et elle les voit faire, un massacre évidemment, donc elle arrive, elle dit, bon, le riz de veau c'est pas possible, hein, il faut que ça soit cuit de cette manière parce qu'il faut que ça croûte, etc., etc. Bref, et là, elle les a recadrés, mais cash. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait un poil perdu dans Top Chef, parce qu'à force de vouloir faire de l'humour en permanence, eh ben, on perd parfois ce côté aussi où quand les chefs ils viennent, bam, Michel Saran, bam, tu vois, tu sais, parce que Glenn par exemple, il est très gentil, mais tu vois, il recadre assez peu. Paul Perret, c'est un peu pareil, tu vois, il est gentil, machin. Philippe, lui, par contre, il va oser dire les choses. Hélène Darroze, bon, moi j'aime pas, mais voilà. La chef Crène, je trouve que pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont hyper fans. Moi, je trouve pas non plus que ce soit la perle de l'année, c'est sympa, mais voilà. Et il y a Stéphanie Lequelec. Alors Stéphanie Lequelec, moi j'étais déjà fan, mais là, elle franchit tous les caps de chez mon côté. Parce que là, la bienveillance, on la fout sur le côté. Et là, elle est arrivée, elle a dit cash, elle dit vous pouvez pas me faire ça, c'est pas possible, c'est nul. Vraiment, c'est pas bien. Vous me refaites ça, non, c'est pas possible. Et elle a pas pris de gants, et ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Merci. Ah, enfin. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Merci. Ensuite, il va y avoir François-Régis Gaudry qui va nous emmener voir ce que ça donne le food porn chez le roi du food porn, qui est alors là il va nous enchaîner que donc c'est le roi, donc il est sincère et super coquin le mec, d'accord, super. Donc ça me donne pas du tout envie d'aller bouffer là, hein, mais alors pas du tout, mais alors même pas en rêve, mais bon comme vous voulez. Et puis moi j'ai marqué pas impressionné, hein, je suis pas impressionné par ce qu'il propose, et donc il a fait un sandwich. Et puis François-Régis le mange ce sandwich et il te fait, ah vous voyez ce sandwich, il paye pas de mine comme ça, enfin si, justement si, il impressionne par le visuel, mais dans le goût, machin, etc. Bon bref, moi, perso, je trouve pas non plus que ça réinvente la roue, mais comme tu veux. Ensuite, ils vont mettre en binôme Marie et Brian, d'accord, donc la tranquille, calme, voilà, et l'autre Brian qui est un peu foufou, mais qui est pas mal, et il va se révéler encore plus dans l'épisode 6. Révèle, donc évidemment il part pas à la fin de l'épisode, et ils vont le mettre avec le chef Glenn Vielle. Et bah franchement cette association là des trois, ça fait un crossover, c'est vachement sympa, c'est marrant. L'autre il est un peu dans son monde, elle est carrée mais en même temps prête à partir dans le délire. Glenn Vielle, lui faut pas lui en promettre, donc c'est hyper bien, hyper bonne alchimie, ça se confirmera encore dans l'épisode d'après, mais déjà je l'avais noté, franchement bravo. Et Shirley, candidate dont on va beaucoup parler dans cette review, elle va essayer de faire un pancake fluffy. Alors l'expression fluffy, ça y est, c'est rentré dans le vocabulaire probablement du dictionnaire. Le Larousse l'année prochaine, il faut le caler. Je sais pas si c'est dedans, mais si ça l'est pas, il faut le faire parce qu'elle l'a prononcé. Mais alors faites un jeu d'alcool, vous enchaînez les 2 épisodes de Top Chef là, fluffy, verbe du premier groupe, je fluffe, tu fluffes, il fluffe, nous fluffons, vous fluffez, il fluffe. Ah ouais. Ah là, parfait, je fluffais, tu fluffais, il fluffait, nous fluffions, vous fluffiez, il fluffait. Voilà, ça c'est verbe du premier groupe, évidemment, verbe du premier groupe, évidemment. Bref, fluffy, c'est formidable. Ah ouais, c'est à toutes les associations, peut-être d'ailleurs ça va de 2e groupe, peut-être je fluffy, tu fluffy, nous fluffissions, vous fluffissiez, je ne sais pas. Bref, j'arrête mes conneries, mais en tout cas, le mot fluffy, c'est la première fois que je l'avais jamais vu, déjà, comme ça. Et là, c'était balancé comme si c'était un mot usuel. Alors dans l'épisode d'après, ils vont mettre un petit écriteau pour expliquer ce que veut dire le mot fluffy, et dans cet épisode-là, non.
Donc, en tout cas, je crois pas. Ça va pas. Parce que là, vu qu'elle va le répéter dans l'épisode d'après 23 fois, je pense qu'ils se sont dit, il faut qu'on explique ce que ça veut dire. Parce qu'évidemment, on comprend pas, nous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que. Voilà. Ouais. Bon, bah, c'était vraiment. Mais elle est calée sur le Fluffy. Donc, voilà, le pancake Fluffy. Voilà. Voilà. Ensuite, ils vont mettre le duo marseillais à ceux qui vont essayer de faire une pizza carbonara. Pizza carbonara, pas de carbo. Hein. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et sauf que l'association va démarrer bizarre. En fait, il y a donc Valentin et Pavel. Pavel qui est un candidat qu'on voit très peu, mais quand on voit, il a l'air intéressant, etc. Mais là, Pavel, il était vraiment dans un rôle de commis. C'est-à-dire que Valentin, il est arrivé, il dit « Bon bah qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Bah moi je prends le lead et puis voilà. » Pavel semble dire « Ok, tu vois, ça le choque pas plus que ça. » Et puis bon, ils partent, sauf qu'Hélène Darroze, elle arrive, elle dit « Bon, elle voit ça à l'image, elle fait « C'est pas normal, ça fait déjà 2 fois en plus qu'il fait le coup. » Pavel, elle n'a pas voulu à Valentin, elle a plutôt voulu à Pavel de dire « Pavel, t'es pas un commis, t'es candidat de Top Chef, chef de Top Chef, t'es comme les autres. Donc tu dois pouvoir t'imposer, tu dois pouvoir travailler d'égal à égal. » Voilà. C'était pas pour décrédibiliser Valentin. D'ailleurs, Valentin a plutôt bien joué le coup parce que quand elle vient lui demander la recette, si vous faites gaffe, Valentin commence. Mal foutu, mais bon, il commence, il explique la recette et puis après, il lance la patate chaude. C'est-à-dire qu'il dit et vous allez vers quoi? Et il dit bah je vais laisser Pavel vous expliquer et puis il part. Je vais laisser Pavel vous expliquer et puis je pars. Et en fait, donc il associe quand même, voilà, il a pas voulu tirer toute la couverture à lui. Donc on sent pas que c'était, comment dire, c'était volontaire de sa part de vouloir absolument prendre le lead, etc. C'était plus, voilà. L'autre avait l'air un peu éteint, et bah boum, probablement que son caractère, voilà. Bref, ce que je voulais vous dire, donc, Hélène donc va arriver, elle trouve que le plat malheureusement dégouline pas assez, oui parce qu'il faut que ça dégouline, donc voilà, dégouline. Donc elle va lancer cette piste, et Pavel, lui, va donc proposer un œuf fumé qui va permettre que ça dégouline à la coupe. Bon. Ça a permis vu que c'est lui qui fait cette contre-proposition, ça lui a permis de reprendre un peu la main, de quitter son rôle de commis parce que là il fait acte de proposition, donc vraiment un chef. Et c'était plutôt sympa, c'était un bon moment, c'était un moment comme on aime dans Top Chef, c'est-à-dire des moments où vraiment les gens échangent, ils échangent de cuisine, ils parlent de cuisine, clac clac clac. C'est ce qu'on aime dans Top Chef, ça reste jamais très longtemps, ça reste toujours accessible pour le téléspectateur, on comprend ce qu'ils font, on comprend pourquoi ils réfléchissent comme ça, et c'était plutôt sympa. Ça c'est l'avantage des brigades depuis plusieurs années, hein, c'est vraiment cet aspect là qui est vraiment et qu'il faut garder. Alors, il y a eu la musique d'un célèbre site pour adultes lors de la dégustation, ouais, voilà, me demandez pas comment je le sais, non, en fait, en vrai de vrai, je n'ai jamais entendu cette musique. Là, je le dis parce que c'est le frère de la voisine au 3e degré qui a raconté ça à mon cousin, qui est venu me le raconter également à mon père, qui est ensuite venu me le raconter, mais bon, voilà, il faut vérifier. Bon, au début, il y a les gens qui votent. Et là, le drame. Ah voilà, le drame. Ah bah, je me permets. Bah, moi, vous me connaissez, je suis pas avec ma langue de bois. Qu'est-ce que c'est que ce truc de con là? Alors, ils arrivent, en fait, ils ont les plats les uns après les autres. Et ils peuvent voter qu'une fois pour le plat qui dégouline le plus et qui leur plaît le plus. Mais, bah moi, je me dis pareil. Quand je vois le premier plat arriver, je vois qu'il a que 2 votes. Ben... moi j'aurais aimé qu'ils aient les 5 plats en même temps. Parce que, évidemment, t'as le premier, tu te dis, t'auras peut-être mieux après, tu vas peut-être pas donner ton vote tout de suite. Donc t'attends le deuxième. Et puis le deuxième, bah au final il aura pas beaucoup de votes non plus. Parce que le deuxième n'a pas été extraordinaire. Et puis le troisième, alors là, bah tu te dis en plus si tu donnes pas au troisième, tu vas le donner à quand? Donc là le troisième, plat super joli, etc. Parce que oui ça dégoulinait, mais ils avaient mis des fleurs, ils avaient mis des machins, et il était super joli, c'était vraiment le plus beau plat, il n'y avait pas de doute là-dessus. Parce qu'au moins ils avaient fait un effort pour pas faire juste le truc de c'est du gras sur du gras sur du gras cuit dans sa graisse. Voilà, et d'ailleurs ça marche, preuve en est, hein, que oui à la photo ça rend bien, bah oui messieurs dames, bah oui, je dis pas que des conneries. Donc voilà. Et après les 2 derniers auront quasiment rien. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je trouve que ce qui a été raté là-dedans, c'est qu'ils auraient dû avoir les 5 plats, et là ils peuvent voter. Voilà, en tout cas j'ai pas l'impression que ça a été proposé comme ça, hein. J'ai pas l'impression. Parce qu'ils faisaient une sorte de suspense du compteur qui monte et tout, enfin... Non, donc je pense qu'ils votaient en direct, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que j'ai compris l'enjeu, et c'est une mauvaise façon. Faut pas faire comme ça, il faut proposer les 5 plats, et après ils votent, et après tu fais la révélation. C'est pas possible. Bref, c'est Pavel et Valentin qui vont se qualifier, qui vont être les premiers avec les 26 likes, avec donc leur recette, avec l'œuf qui coule, machin, et en plus ils ont mis plein de fleurs dessus, enfin franchement leur plat était magnifique.
pour son que c'est du, voilà, du dégoulinant, machin, etc. Donc pas forcément ce qui m'impressionne le plus. Mais eux, c'était vraiment joli. Ils ont fait un effort pour que ça soit joli. Lise et Clotaire, eux, vont être éliminés au visuel. La dégustation, il faut qu'on en parle. Des fois, il y a des dégustations qui sont pas intéressantes, comme je l'ai déjà dit, parce qu'en fait, ils commencent une dégustation et ils te disent que tout est bien. Ou alors, ils utilisent un peu tous les mêmes adjectifs, parce que parfois aussi les recettes se ressemblent beaucoup, donc forcément ça bloque. Et parce que quand vous partez par exemple d'un même produit, etc., bon, ça amène parfois un petit peu des sortes de confusion, et ce qui fait qu'ils n'arrêtent pas de se répéter, et puis globalement on n'arrive pas à comprendre à la fin pourquoi celui-là est premier, celui-là est dernier. Et là, il faut le dire, c'est l'exemple parfait de la dégustation hyper intéressante. Alors oui, il y a François-Régis Gaudry, et donc il a l'habitude, parce qu'il vient très souvent, comme je l'ai dit, il vient dans la brigade cachée. Mais, bah, messieurs, dames, quand même, c'est hyper précis, il revient pas toujours sur les mêmes arguments, il varie beaucoup. Je trouve qu'il a un vocabulaire qui est quand même assez riche, je trouve que ça sort, enfin, c'est vraiment super intéressant. Alors par contre, je le dis parce que je trouve que ça a un peu effacé sa collaboratrice Anne Luzin, là, qui lui ont mis. Peut-être qu'il aurait dû déguster tout seul. Alors on va me dire, oui, tu veux retirer la femme alors que qu'est-ce que ça dit de toi, etc. Non, non, c'est juste que je pense que là, François-Régis Gaudry aurait pu goûter tout seul. Voilà, il aurait pu goûter tout seul. Après, elle était là pour amener le côté, voilà, la gastronomie avec la photo, etc. Mais après, dans la dégustation, c'était peut-être moins intéressant, j'en sais rien. En tout cas, il a été extraordinaire sur la dégustation. Je l'ai trouvé très, très, très intéressant. Elle, moins, mais elle était quand même là, elle essayait quand même de parler, c'était quand même intéressant, mais on sentait qu'il y en avait un qui avait vraiment l'habitude et elle, beaucoup moins, de la télé. Ça veut pas dire pour autant que c'est des mauvaises personnes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me faites pas dire qu'il faut pas mettre de femmes à la télévision. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça, pas te calmer. Tu te calmes. Tu te calmes. Voilà, tu t'es calmé. Bah, c'est bien. Alors, ensuite, on passe... donc, lors de la dégustation, il y a le burger au riz de veau qui va gagner de Jorik et Quentin. C'est vrai que c'était très beau, faut reconnaître. Deuxième, c'est Marie et Brian. Alors pour moi, c'était pas le plus marquant. Leur association était sympa, mais c'était pas le plus marquant. Et en troisième, c'est la pizza carbonara de Pavel et Valentin. J'étais hyper déçu parce que pour moi, c'était vraiment un truc hyper intéressant. Et le dernier, évidemment, hein, en toute logique et en toute connaissance de cause, Pierre, parce que c'était trop gras, et envoyé sur la dernière chance. Il n'a pas écouté Philippe Etchebest. Voilà, il n'a pas écouté, il a fait sa tête de cochon, il n'a pas écouté. Alors, donc, justement, dans la deuxième partie, ça sera le thème de la pâtisserie, toujours sur le thème du food porn, toujours pareil, on prend la photo, etc. Il faut que ça coule, il faut que ça coule, il faut que ça dégouline, etc. Sauf que là, bah, notre ami Pierre, qui, sur cette épreuve-là, avait, vu qu'il faut cuisiner, mettre du gras, du beurre et tout ce que tu veux, et ben là, il faut faire de la pâtisserie, donc il faut compter, il faut peser, etc. Ça le saoule, ça le saoule, ça le saoule, il dit c'est bon, ça me fatigue, je vais essayer quand même, etc. etc. Donc, lorsqu'ils vont, donc il y aura, pour information en opposition, Pierre, Lise et Clotaire. Lise et Clotaire qui n'avaient pas été qualifiés au visuel, et Pierre. Pierre va partir sur une île flottante, d'accord, avec à l'intérieur, ça coule. Et là, il va y avoir le chef qui va passer, qui va manger, et qui va dire, putain mais c'est du sel, il dit c'est salé. C'est salé, c'est pas... Nous, on a demandé un dessert. Il dit, oui, mais vous savez, moi, etc. Non, mais on a compris. C'est juste que, voilà, vu qu'il veut mettre et qu'il veut vraiment cuisiner plus que faire du pâtissier, et ben là-dessus, il était en train de gruger. Donc le mec lui dit, bah ouais, mais là, vous allez sortir du sujet. C'est obligé. Vous allez faire hors sujet. Vous allez faire hors sujet. Alors là, il n'y a pas Philippe Etchebest, mais le mec, le chef qui est là, le chef qui encadre l'épreuve, lui dit ça cash. Il lui dit, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites un hors sujet. Donc si jamais vous continuez sur cette voie, et bah, vous savez ce qui va vous arriver, hein, il n'y aura pas de doute. Et puis voilà. Donc il décide de rajouter du sucre à sa préparation pour la sucrer, en fait, c'est pour faire un vrai dessert. Bon. On en parle tout de suite, ce choix sera payant. Bah oui, évidemment, quand on écoute les chefs qui sont quand même relativement capés et qui sont plutôt quand même bien calés sur leur sujet, et ben forcément c'est intéressant. Il vaut mieux écouter ce qu'ils disent plutôt que de foncer tête baissée dans le mur. Hein, ça fait mal. Bah oui, la tête ça fait mal quand on fonce dans le mur. Et donc lui, bah, il en est un exemple parfait. Donc voilà, et cette fois-ci il écoute. Et d'ailleurs il le dit tout de suite, il dit j'ai pas écouté le chef Etchebest lors de l'épreuve, ça m'a coûté cher, donc cette fois-ci j'écoute. Et ben bien lui en a pris. Ensuite, donc pour information, les deux chefs qui étaient là, c'était Jeffrey Cagne et Philippe Conticini, qui est très cool en cuisine, d'ailleurs très très cool, vraiment super sympa et tout, ce que je disais. Et là on voit, hein, juste, c'est une évidence, que cette année, dans les candidats là qu'il y avait, les trois,
D'habitude, dans Top Chef, il y a souvent, ils en choisissent un, pardon, alors là c'est dur à voir parce qu'il y en a que 3, mais ils choisissent un spécialiste de la pâtisserie, ou une spécialiste de la pâtisserie, souvent. Si vous regardez, même, alors c'était plus le cas encore dans les anciennes saisons, où il y avait toujours 7 spécialistes de la pâtisserie qui d'ailleurs, lors de l'épreuve finale, se retrouvaient avec, c'était un peu une denrée rare, quoi. Il fallait absolument l'avoir dans sa brigade pour produire le menu, vous savez, pour les 100 convives. Pourquoi? Parce que tu savais que tu allais la foutre sur le dessert et qu'elle allait te faire une dinguerie. Donc, et qu'eux, ils sont moins experts, donc ça peut être intéressant de l'avoir. Et ça a été tous les ans pendant très très longtemps. Là, ils ont mis, vu qu'il y a une petite sélection, forcément, là, les 3 n'ont pas l'air d'être les plus calés en pâtisserie. Et juste, l'écart semblait évident et équivoque, sans équivoque, pardon, lorsqu'on a vu, quand on les a vu cuisiner, en fait. Ces chefs, voilà, on voit que c'est des pâtissiers de métier, on voit leur utilisation du sucre, du chocolat, la façon dont ils préparent, la façon... On voit, voilà, que c'est vraiment des passionnés de pâtisserie. Les cuisiniers, on voit que, dans Top Chef, pardon, ils sont tous cuisiniers, mais... On voit que c'est plutôt de la cuisine et ils essaient de se démerder. Là, vraiment, on sentait qu'il y avait l'amour de la pâtisserie et l'amour de la pâtisserie, tout simplement. Alors, Lise, qui s'est fait éliminer au visuel, elle a la tête dans le sac, elle a la tête dans le seau, ça marche pas, ça va pas, blablabla, blablabla. Et elle va jamais réussir à s'en remettre. Et donc, ce qui fait que toute l'épreuve, elle va voilà, parler d'une succession d'échecs, de sa défaite, etc. Bref, elle n'est pas du tout dedans. Clotaire, lui, va partir sur une madeleine à la pistache. Pierre, alors là, comme je vous l'ai dit, hein, lui, bon, même s'il a écouté les conseils, par contre, vu qu'il connaît les moyens et que lui, on peut mettre du gras là-dedans, et il va nous faire une crème anglaise à la rigolade, c'est l'expression qui est utilisée. Et donc, évidemment, quand ça coupe, son île flottante, elle lâche au moment de remplir. Bah oui, parce que vu qu'il a fait ça un peu à la One Again Beast to Fly, et voilà. Bon. Lise, elle avait fait un crémeux pour rattraper le coup parce qu'elle avait pas eu assez de trucs pour que ça coule, etc. Sauf qu'elle l'oublie dans son four. Manque de bol. Et enfin, la grande surprise, un peu générale pour ma part, parce que je m'attendais que Pierre, vu que là, vraiment, même s'il a écouté les conseils cette fois-ci, mais Pierre est coup de cœur. Il est coup de cœur. Ça prouve qu'aussi, voilà, il peut avoir du potentiel, etc. S'il fait pas sa tête de cochon, il y a un potentiel. Donc il est coup de cœur. Clotaire sera sauvé ensuite, et donc Lise est éliminée du concours. Et elle intégrera donc la brigade cachée. On fera un bilan de la brigade cachée lors de la review de l'épisode 6. Un épisode que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé super rythmé, parce que voilà, forcément t'as une épreuve sur notre truc, ça ne termine pas trop tard, c'est assez sympa. Je l'ai rattrapé en replay et c'est quand même bien digeste, c'est quand même très cool. Et voilà, j'ai passé un excellent moment et je vous le recommande, mais pas autant que l'épisode 6 qui avait été teasé évidemment avec le retour de la boîte noire. Je vous en parlais en introduction de cette vidéo et je vous disais que si vous ne deviez n'en rattraper qu'un, et peut-être que vous avez sauté mon intro, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes là, n'en donnez plus. Alors, ils ont fait un crossover, un truc qu'ils n'avaient jamais fait. Ils ont mixé la boîte noire avec l'épreuve des meilleurs ouvriers de France. Ce qui fait qu'on a eu d'abord 2 épreuves du meilleur ouvrier de France. Dans chaque brigade, une personne était nominée, donc qui s'affrontait à l'intérieur de la brigade. Et ensuite, la brigade au complet, avec la personne en question, se retrouve pour cuisiner dans la boîte noire et sauver le candidat qui est en danger ou la candidate qui est en danger. Ici, dans cette configuration, ce sera 2 candidates. La mécanique, au début j'ai dit, c'est intéressant, faut que je vois, ça a été formidable. Formidable. Ça a utilisé la mécanique des brigades de façon exceptionnelle. Les chefs ont cuisiné. Le fait que le plat soit fait par un meilleur ouvrier de France et qu'ils doivent donc utiliser et refaire des techniques des meilleurs ouvriers de France, c'était formidable. C'était formidable de A à Z. Même juste la partie juste de base où ils doivent faire une omelette et une meringue, c'était exceptionnel. Exceptionnel. On s'est régalé. On s'est régalé de A à Z pour 3 raisons. 3 raisons faciles. La numéro 1. Là, on a compris pourquoi ces gens sont meilleurs ouvriers de France, en tout cas ceux qui ont témoigné. On comprend. Gilles Goujon, quand tu l'entends, le mec, t'as l'impression que quand il te fait l'omelette soufflée, c'est quand même extraordinaire. Mais pour info, cette épreuve-là, c'est une épreuve qui est héritée de Philippe Etchebest, qui venait faire l'épreuve du meilleur ouvrier de France. Il mettait des cartons, etc. Pour ceux qui se souviennent, il était très très rude, très très méchant à l'époque, beaucoup moins drôle que ce qu'on voit aujourd'hui. Et Philippe Etchebest, c'était formidable. Mais là, par exemple, Gilles Goujon, il a été exceptionnel. Enfin, et puis tu vois que ces gens... Mais on en parlera après pour le chef qui a fait le plat de la boîte noire, qui était également meilleur ouvrier de France, 2 fois meilleur ouvrier de France, le mec comme ça là, n'en donnez plus, c'est pareil, c'est formidable.
Bref, c'était exceptionnel. Mais déjà, commençons par la première partie. La première partie, pour vous dire à quel point j'étais à fond. Déjà, j'ai pas quitté mon écran des yeux, j'ai pris des notes, mais j'en ai, je suis pas sûr autant de tout vous dire, tellement j'ai peur que la review dure 3 jours. Mais vraiment, ça le mérite parce que c'est un épisode qui mérite vraiment. Allez le voir, franchement, vous pouvez pas vous tromper. Vous regardez ça, ça dure 1h30, 1h40, j'en sais rien, 2 fois 50 minutes et tout, parce que c'est coupé en 2 morceaux sur le replay. Vous faites ça là, bam, vous sortez de là et dites-moi que c'était pas bien. Dites-moi que c'était pas bien. J'ai vu sur Twitter d'ailleurs, il y a des gens sur Twitter qui ont parlé et qui ont dit ah bah j'en ai même franchement s'en fout qui part tellement c'était fabuleux à suivre en fait, on était à fond quoi, génial. Bref, alors donc c'est l'épreuve donc des meilleurs ouvriers de France. Il y avait donc Gilles Goujon et Tom Meyer pour évaluer l'intégralité de ces défis. Pour la brigade grise, c'était l'omelette soufflée. Déjà, je sais que par exemple, Philippe Etchebest proposait souvent, ça c'est un classique, l'omelette. Mais l'omelette blanche, l'omelette palace, comme il l'appelait, comme il l'appelle d'ailleurs toujours, hein, où il faut qu'elle ait la forme, il faut qu'elle soit toute blanche, il faut que, voilà, etc. etc. Là, c'était une omelette soufflée, messieurs dames. Oui, soufflée, messieurs dames. Donc forcément, c'était assez formidable. Déjà, quand on a vu l'omelette de Gilles Goujon, allez, rangez-vous sur le bas-côté, messieurs dames. C'est formidable. Oh, moi qui sais rien faire de mes 10 doigts. Oh là là. Et vous allez me dire, c'est qu'une omelette. Ce n'est qu'une omelette. Mais ces gens sont extraterrestres. Je pense qu'on le dit pas assez des gens qui sont meilleurs ouvriers de France. Mais sans déconner, ces gens sont des extraterrestres. C'est exceptionnel. On en reparlera après parce qu'ils ont même des pouvoirs. C'est même des X-Men, les mecs. On va en parler. Alors, donc l'omelette soufflée, Brian, je l'ai jamais vu aussi sérieux. Jamais. Il faisait pas de vanne. Il était inquiet. Parce qu'il n'avait pas envie de partir, il n'avait pas envie de jouer sur une épreuve éliminatoire. Bref, il était transit peur. Ce qui fait que il a fait ça avec un sérieux qu'on ne lui connaissait pas, même si on en présumait un peu, parce qu'il est quand même très investi et très... Tu vois, c'est un peu comme le Norbert, tu vois, qu'on a pu avoir, où Norbert, ok, ça partait dans la déconnade, ça partait machin, mais quand même, c'était serious business derrière, quand même. Hein. Il était à fond sur ses jus, à fond sur ses préparations, etc. C'est, voilà, c'est de la fausse décontraction, on pourrait dire. Et là... Ah bah là, il n'y avait même plus de fausse décontraction, c'était plus de décontraction du tout. Il était d'une concentration, il a voulu monter son omelette à la main. Les autres, voilà, ils ont voulu aller plus vite, etc. etc. Donc, il a dit, mais c'est comme ça qu'ils les font, les meilleurs ouvriers de France, donc il faut qu'on la fasse comme ça. Donc, il l'a fait comme ça. Et lui, on voyait, déjà, que lui, il connaissait la recette. Il connaissait comment on fait. Est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas, mais il sait. Et il sait, et il s'est dit, je vais le faire. C'est pas grave, je vais prendre du temps, etc. Il faut apporter de l'air, et de l'air, et de l'air, et de l'air, et je vais continuer, jusqu'à que ça prenne. Et là, bah, voilà, c'était très beau à voir. Et puis il va lui dire, il va quand même lancer cette phrase pour dire qu'il avait encore un petit peu d'humour, c'est, bah, s'il n'y a pas d'air, c'est pas soufflé, et si c'est pas soufflé, bah, c'est pas soufflé, hein. Voilà, et ça, c'est le genre de phrase, moi, qui peut me faire sourire. Il a été minutieux, et j'ai marqué, il va gagner. J'espère qu'il va gagner. Et pour un spoiler, son omelette va être excellente. Au sein de la brigade, donc voilà, bon bref, Marie va finir dernière et donc aura un risque d'élimination assez important. Alors que, donc, pour info, bah, c'est bien Brian qui va finir premier avec son omelette parce qu'elle était excellente. D'autres vont rater l'omelette parce que trop de beurre, parce qu'il faut mettre beaucoup de beurre. Là, ça a dû faire plaisir à Pierre. Trop de beurre, ce qui fait que le beurre s'échappait. Il y en a certaines qui ont eu des formes un peu bizarres, notamment je crois que Claude Père est en train de la rater, il faudrait qu'il y ait eu pas mal de problèmes. Mais globalement, c'est Marie qui finit par être... Marie qui est une candidate que j'apprécie en plus, donc j'étais un peu deg de voir qu'elle était nominée par rapport à l'épisode de la semaine dernière que j'avais trouvé super sympa à suivre avec elle, donc j'étais un peu deg. Et là, donc ils vont se lancer pour l'autre brigade. Là, je trouve que c'est quand même un peu plus chiant, entre guillemets, je me permets. C'est que bah ils n'ont pas opposé, je trouve, les deux brigades sur le même thème. Il y en a un, c'est de la cuisine, et l'autre, c'est de la pâtisserie. Je trouve que c'était pas super fair pour identifier. J'aurais préféré qu'ils proposent deux thèmes plutôt de cuisine et pas forcément de pâtisserie. C'est pas grave, j'ai envie de dire, voilà. Bon, mais c'est quand même noté. Donc c'était une meringue à l'italienne pour la brigade orange. Et là, les X-Men, les mecs. Alors, il faut, donc pour faire une meringue, il faut faire fondre du sucre. Pour faire fondre du sucre, il faut le faire fondre à 121 degrés exactement. Donc, vous pouvez utiliser une sonde, sauf qu'au concours des meilleurs ouvriers de France, j'ai appris ça, c'est incroyable, tu n'as pas le droit d'utiliser une sonde. Tu dois le faire au doigt. Promets que c'est vrai. Alors là, le bandeau était formidable. Ceci est réalisé par des professionnels, ne reproduisez pas ça chez vous. Oui, parce que c'est vrai que mettre sa main, ou son doigt surtout, son doigt, à l'intérieur d'un sucre à 121 degrés, comme ça, sur le principe, comme ça, non.
Je suis désolé, moi je suis pas Deadpool, je suis pas X-Men, je suis pas Wolverine. Non, je ne mets pas mes doigts là-dedans. Et c'est incroyable. Les mecs, ils ont tous fait ça, quoi. Alors, en fait, la technique, c'est qu'il faut mettre dans l'eau glacée. Tu mets dans ton sucre et tu regardes si ça fait une boule. Si ça fait une boule, ça veut dire que tu es à peu près vers les 121 degrés ou 122 ou 117, je sais plus combien c'était. En tout cas, voilà, ça veut dire que tu es à la bonne température. Mais les mecs ont mis leurs doigts, les filles, tout le monde, ils ont mis leurs doigts dans le sucre comme ça, là, dans le plus grand des calmes. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne... Enfin bref, si ça vous a pas impressionné, moi j'étais, mais ils vont faire ça vraiment. Et puis tu les vois faire, enfin, c'était assez extraordinaire. Donc d'ailleurs... Pour les 121 degrés, Gilles Goujon va être très drôle parce qu'il va dire bon bah c'est soit on le fait à l'œil, soit on le fait avec le doigt, etc. Et il lui dit mais comment vous faites pour trouver... Enfin, et c'était le journaliste avant qu'elle réponde, enfin avant qu'il dise ça, pardon, excusez-moi, je rate ma vanne. Elle lui dit mais comment vous faites pour, si vous n'avez pas de sonde pour savoir que le sucre il est à 121 degrés Celsius. Il dit ah bah parce que je suis meilleur ouvrier de France tout simplement. Bam. Et là c'était beau. Le mec s'est mis au rang de GOAT comme ça là, bam, il s'est mis là et le mec a dit bah ouais bah qu'est-ce qui se passe? Bah ouais tu sais faire le bête soufflé toi? Bah non bah tu fermes ta gueule. Voilà, c'était exceptionnel, mais vraiment. Mais moi ça me dérange pas parce que sur ce genre d'épreuve je trouve qu'il y a ce côté où voilà, c'est le meilleur ouvrier de France, c'est le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur de l'artisanat dans un domaine, bam, le mec il est au-dessus, c'est le pape. Et bah, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, le truc, waouh, vraiment, c'était formidable. Gilles Goujon, mais il est toujours très très bon, hein, Gilles Goujon, il sera encore meilleur aussi quand il va regarder la boîte noire avec Philippe Etchebest, il va être hilarant aussi, Philippe va être hilarant, mais les deux sont hilarants, ça se voit qu'ils s'entendent super bien. Je dis ça, Gilles Goujon, excusez-moi, hein, si on peut remplacer Hélène Darroze, comme ça, je propose, je lance la pièce, je lance le truc, comme ça, juste, voilà, comme ça, une proposition comme une autre. Shirley, qui semblait la plus technique sur le principe, elle commence, elle arrive, elle te dit, ah mais moi j'ai fait Palace, je connais, nanana, elle passe complètement à côté. Son truc, ça meringue, ça prend pas, c'est une catastrophe, c'est l'horreur. Arnaud, lui, va finir premier avec une bonne technique maîtrisée. Pavel, bah, il est applaudi pour sa technique parce qu'il finit deuxième, donc c'est vraiment les deux plus techniques sur cette épreuve qui ont réussi à faire des choses pas mal. Et donc c'est Shirley qui finit dernière. C'est un peu surprenant parce qu'on s'y attend pas quand on démarre l'épreuve parce qu'elle a l'air vraiment en confiance au début. Et puis t'as l'impression vraiment que c'est un lente catastrophe quoi, vraiment terrible. Donc bon, quand ça va pas, et là ça va pas. Et on arrive à la boîte noire. Alors la boîte noire, donc c'est déjà donc le plat d'un extraterrestre, puisqu'il y aura 3 techniques du meilleur ouvrier de France, avec un chef qui a été 2 fois meilleur ouvrier de France en tant que cuisinier et dans charcutier, c'est Guy Krenzer. D'accord, bon bah on voit avec son plat déjà pourquoi sincèrement il était quand même meilleur ouvrier de France, parce qu'on voyait à quel point c'était précis, c'était hyper prêt, c'était, enfin son plat, tu sentais vraiment que le truc était... J'aurais aimé le bouffer ce truc là, franchement ça avait l'air incroyable. Donc Marie contre Shirley. Et Marie, donc il va falloir, pour info, donc le classement c'était, il y avait 2 points sur le goût, d'accord, 2 points sur le visuel, et 3 points sur les techniques de meilleur ouvrier de France, puisqu'il y a 3 techniques de meilleur ouvrier de France sur le plat, et il peut donner jusqu'à 3 points, ça je ne l'avais pas compris à ce moment-là, je ne comprenais pas tellement, mais il peut donner en fait jusqu'à 3 points à l'un des deux, voilà. Donc normalement, dans tous les scénars, je pense qu'à mon avis, avec les maths, on arrive forcément, puisque ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Normalement, on ne peut pas avoir d'égalité à la fin. Il y aura forcément un éliminé. Donc il n'y aura pas, comme prévu, hein, d'épreuve éliminatoire en presse. C'est la boîte noire éliminatoire, comme l'a annoncé Stéphane. Marie et Shirley vont donc se retrouver comme... elles vont diriger la brigade. Donc elles vont diriger également leur chef. Donc leur chef, c'est Glenn Biel et Paul Perret, dans une brigade. Et de l'autre côté, c'est Stéphanie Lequelec et la chef Crène. En sachant que donc il n'y a pas Hélène Darroze. Elle pouvait pas être là, ce qui paraît, etc. Je sais pas trop quoi. Mais des bonnes nouvelles comme ça. Mais vous en avez d'autres des bonnes nouvelles comme ça, c'est incroyable. Et Philippe Etchebest, lui, il était en coulisses avec les 2 autres chefs, donc étoilés, donc meilleur ouvrier de France, donc Gilles Goujon et l'autre qui s'appelait Meyer, Tom Meyer, pardon. Et ils ont parlé, alors Tom Meyer a pas beaucoup parlé, on va pas se mentir. Par contre, Gilles Goujon et Philippe Etchebest, comme je vous l'ai dit, ils ont été immensément drôles, c'était vraiment formidable. Donc, j'ai adoré les voir toutes les deux en train de diriger leur brigade. Shirley, elle a l'habitude, elle dirige une brigade dans son restaurant, donc elle a l'habitude. Donc, elle a vraiment pris vite le lead, vite des bons réflexes, etc. Elle a été super. Marie, c'était plus balbutiant, mais globalement, on a réussi quand même à produire des choses assez sympas.
Alors déjà le premier passage. Le premier passage, donc c'est la brigade de Shirley. Et déjà, ils vont faire une super dégustation. Alors, parce que ils vont être très bons. Très bons pour trouver les goûts. Je crois que normalement, de mémoire, je crois que c'est Claude Terre, si je ne m'abuse, hein, qui est excellent, qui fait un super passage. Dans ce passage-là, je crois qu'il est avec elle, et qui va réussir à trouver la farce fine, il va trouver évidemment les pommes soufflées, il va bref, mais il va même trouver plein d'ingrédients, plein de trucs. Il n'y a que la sphérification qui va vraiment poser problème, mais aux deux équipes, ils vont avoir du mal avec ça. Parce qu'en plus, forcément, dès que tu l'as ouvert, après, le goût, le jus explose, et c'est compliqué. Enfin bref, c'est très compliqué à goûter. Il aurait dû au moins en mettre 2 pour que chacun puisse en goûter une, peut-être, ça aurait peut-être été plus intéressant. Bon, mais peu importe. Mais beaucoup de bonnes pistes, mais attention, il y avait un piège, c'est que les deux, en dégustant, ils sentent, surtout le garçon d'ailleurs, sent le noix de coucou. Il sent le noix de coucou, il fait Et là, quand il va le raconter en sortant à Stéphanie Lequelec, elle va faire, attendez, il y a un plat 2 fois meilleur ouvrier de France, genre le mec, c'est un de Dieu vivant, et il nous a mis du veau, du machin, des trucs, et de la noix de coco. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Vraiment, c'est pas possible. Je pense que vous vous trompez, messieurs dames. Je pense que vous vous trompez. Elle l'a pas dit méchamment, mais tu vois, je pense que vous vous trompez. Je pense que, voilà. Non, cet homme n'est pas de chez nous. Il n'est pas de chez nous, je ne reconnais pas cet homme. Je n'acknowledge pas cet homme, ce n'est pas possible. Il ne peut pas exister. Je connais un peu les meilleurs ouvriers de France, à mon avis en plus, vu que la release doit pas être très longue, des gens qui sont 2 fois mofs, donc à mon avis ils doivent savoir qui c'est. Il doit se dire, dans ce qu'il a dû se dire, c'est pas possible, ce mec là, je le connais un peu, il peut pas nous avoir mis de la noix de coco avec du veau, c'est pas possible. vous revenez plus tard, vous faites une autre proposition, mais c'est pas possible, revenez. Bref, bon, ils vont pas partir là-dessus, hein, ils vont laisser ça, même si Philippe est très troll aussi, il dit, mettez ça, allez-y, amusez-vous. Bref, de l'autre côté, la brigade de Marie, donc là, ils vont faire une dégustation qui par contre est beaucoup plus décevante. Mais, parce qu'ils vont pas tout reconnaître, mais par contre au garde-manger, et c'est là que j'ai trouvé que le garde-manger a été peut-être mal fait, parce que le garde-manger était peu vaste, il n'y avait pas grand-chose. D'habitude dans le garde-manger, ils mettent des vrais pièges, ils mettent des vraies contre-indications, etc. Et là j'ai trouvé que le garde-manger, alors... Est-ce que c'est parce que vu que maintenant, vous avez vu, certainement, l'émission est éco-responsable, machin, donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu avoir trop de pertes, même si on sait que normalement, ils remettent l'intégralité des denrées qu'ils n'ont pas consommées, voilà, bon, j'en sais rien, mais une association, hein, pour info, hein, qui vient justement pour le repas à la fin de la saison. Mais ce que je voudrais bien vous rappeler, c'est que d'habitude, il y a beaucoup plus de choix. Là, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas tant que ça, ou alors peut-être que c'était au visuel, mais je trouvais qu'il y avait une pauvre table avec quelques éléments, ce qui fait que je pense... Ça a quand même aidé. Parce que là, quand ils sont arrivés au garde-manger, eh ben, ils ont trouvé plein de choses qu'ils n'avaient pas trouvées. Et là, ils ont trouvé. En se disant, bah tiens, ça peut être quoi? Ah bah ça doit être ça. Et puis tiens, ça doit être ça. Et puis ça, ah oui, il doit y avoir ça. Et puis il doit y avoir ça. Et la farce fine. Et donc ça doit être quoi? Bah il y a du veau. Bah oui, bah il y a du veau. Donc ça doit être du veau. Enfin, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas mis assez de pièges dans le garde-manger. Ils auraient dû en mettre beaucoup plus pour que ce soit hyper intéressant. C'est mon avis. Et ensuite, j'ai marqué juste un seul commentaire. Voir les chefs cuisiner, je parle de nos chefs, Glenn Viel, Paul Perret, la chef Cred et Stéphanie Lequelec. Bah oui, on voit pourquoi ces gens sont quand même étoilés et voilà. Alors, Paul Perret sur la farce fine, c'était assez marrant. Et Paul Perret, on sent que c'est peut-être le chef le moins étoilé dans la config, quoi. Parce que il connaît pas trop les techniques, il va faire une sauce, elle va rater, elle va être tranchée, il y a la fille, Marie, qui va lui dire, écoutez chef, non c'était pas Marie d'ailleurs, c'est qui va lui dire ça? Si, c'est Marie qui va lui dire ça, la sauce est tranchée chef. Et il va lui répondre, mais c'est pas grave, t'inquiète pas et tout. Bon, voilà, il est un peu la one again, Paul Perret. Donc c'est vrai que dans l'ambiance de cette épreuve meilleur ouvrier de France, d'ailleurs on va voir aussi que la chef Cred n'est pas du tout dedans. Elle dit, bah moi je cuisine pas comme ça, en fait je cuisine pas la meilleure ouvrier de France. Elle dit, j'ai énormément de respect pour ces gens, évidemment, c'est des dieux vivants, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis une humaine, je mets pas mes doigts dans le sucre à 100 degrés, tu vois ce que je veux dire. Bref, voilà, j'utilise une sonde, je cuisine, voilà, je cuisine à l'instinct, je cuisine d'autres choses, etc. Mais bref, elle est pas calée sur les pommes soufflées, elle est pas calée sur d'autres trucs. Bon, voilà. Et donc, Paul Perret, par exemple, va être très impressionnant sur la farce fine. Franchement, il va être t'as l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, c'est facile, sur ça va très vite. La chef Cred, elle va galérer sur les pommes soufflées. Moi, j'en ai jamais. Franchement,
Je sais, je connais un peu, mais c'est pas... Et puis donc elle va pas y arriver. Ils vont mettre un autre gars, enfin ils vont mettre une autre personne, ça va être compliqué, etc. Il y en a un dans une équipe qui va rester 3 heures sur des pommes soufflées, il n'y en a pas une qui sort. À un moment, bah, t'as Glenviel qui va le voir et qui lui fait... Bon, ça fait... attends, mais t'es toujours sur les pommes soufflées là, ça fait 3 jours qu'on a commencé. Il dit bah ouais, mais ça souffle pas. Il dit mais tu les as sortis pour après les remettre dans l'huile? Il dit bah non, moi je les mets dans l'huile quoi. Il dit non, mais elles souffleront jamais, il faut les sortir et puis après remettre. Il dit parce que là tu peux attendre 8 heures, il n'y a pas de problème. Ah là, elle devait être bien cuite. Ah, bien cuite, il va y avoir une cuisson al dente, mon pote. Non, j'exagère un peu, mais voilà, vraiment il était là, attendre. Il disait mais non, il faut 2 cuissons. Et là, il lui a redonné la technique, ce qui lui a permis de réussir finalement au bout du bout. Shirley va revenir après, donc avec Stéphanie Lequelec dans la boîte noire. Stéphanie Lequelec, Madame Stéphanie Lequelec, Madame Stéphanie Lequelec, on dit les choses, on dit les termes. Oh bah oui, messieurs, dames, elle a été incroyable dans la dégustation. Elle est arrivée, elle a fait clac, clac, mais ça je sais, c'était hyper rapide, un monstre, un titan de l'Everest, qu'est-ce qui se passe, c'est incroyable. Ensuite, il va y avoir Marie qui va y aller avec Glenviel, voilà. Et Glenviel va trouver la 3e technique manquante qu'ils n'avaient jamais trouvée jusqu'à là, puisqu'on avait toujours la farce fine et les pommes soufflées, mais on n'avait pas le glaçage, et lui va le trouver, c'est le seul qui va trouver vraiment le glaçage, mais ils vont le trouver au dernier coup, parce que quand ils vont voir le plat, ils vont voir qu'il y a un glaçage et ils vont partir faire un glaçage rapidement, donc tout le monde aura un glaçage à la fin. On fait plus ou moins la va-vite, mais globalement, ils vont y arriver. Voilà. Clotaire qui est resté 4 jours donc sur les pommes soufflées comme je vous le disais tout à l'heure, et il va enfin réussir à en sortir en écoutant les conseils de Glenviel. Donc à ce moment là, déjà première remarque, quand les assiettes sortent, déjà l'assiette est magnifique, l'assiette du meilleur ouvrier de France est magnifique, mais l'assiette des candidats est tout aussi belle, elles sont vraiment très réussies. Et donc sur le visuel, il va leur donner 1-1, voilà, au visuel 1-1. Par contre, à la dégustation, il va dire un truc, c'est que, même au visuel, j'étais surpris qu'il donne 1-1, parce qu'il y avait un des éléments qui était raté sur l'une des plats, c'était le plat de Marie, dans lequel il y avait la sphérification qui avait pas tenu, en fait. Malheureusement, ils avaient commencé à une sorte de jus, dans lequel, au final, ils ont mis leur détritus dedans, donc en fait, c'était mort, donc il a dû recommencer le... c'est vraiment Brian... c'est la poisse quoi, il dit bah je suis obligé de recommencer, donc ça n'a pas le temps de prendre, et quand il les sort, elle se... Voilà, et ça marche pas. Enfin je sais pas si c'est ça qui a joué, mais en tout cas je pense que ça a joué effectivement. Il n'y arrive pas, donc il n'y a pas de sphérification. Donc je m'attends, enfin en tout cas elle n'est pas jolie. Donc je m'attendais que sur le visuel, Marie ne gagne pas. Elle aussi elle le dit tout de suite, elle dit moi je pense que je vais pas gagner sur le visuel. Au final, Marie, 1-1, voilà, pas de problème. Ensuite au goût, il les a mangées toutes les deux, et il a trouvé les 2 préparations égales. Il dit ça vaut 1-1. Mais c'est vrai qu'à la dégustation, il avait tout aimé. Donc faut reconnaître que là, c'est cohérent. Et après, il arrive sur les techniques de meilleur ouvrier de France. Il y a 3 points. Il peut donner jusqu'à 3 points. Et là, il dit, là, il n'y a pas photo. C'est 3 points pour une seule brigade. Donc là, déjà, au moins, tu sais qu'il n'y a pas vol. Tu sais qu'il n'y a pas d'arnaque. Ça veut dire, terminé, bonsoir. Donc, qu'est-ce que je vous ai pas dit donc, à ce moment-là, la décision est claire, il va dire ça, et unanime. Alors, je me permets, hein, unanime, ça veut dire qu'on est d'accord avec plusieurs personnes. Donc, vu que tu as été le seul à goûter et que tu es le seul à juger, tu es donc unanime avec toi-même. Donc, peut-être qu'il y a, effectivement, vu que tu es 2 fois mof, il y a peut-être 2 personnalités dans ce cerveau, ce qui explique beaucoup de choses. Mais sinon, tu n'es pas unanime, tu es juste... d'accord avec toi-même. Ce qui est une qualité, j'ai toujours dit, être d'accord avec soi-même, c'est une qualité à lire. Voilà, bon, ça m'a fait sourire. Les 3 points vont à l'assiette numéro 2, donc l'assiette de Marie. C'est Marie qui se qualifie, c'est Shirley qui est éliminée. J'étais hyper dégoûté pour elle parce que je trouve que Shirley, elle avait montré beaucoup de qualités, beaucoup de bonnes choses. Vraiment, elle a été incroyable dans sa brigade, elle l'a menée, etc. Vraiment, c'est très 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 bien. Voilà, elle est éliminée, j'étais hyper dégoûté. Pour info, elle n'a pas été éliminée dans la brigade cachée puisque Shirley et Lise restent en compétition en ayant réussi à se sauver sur le thème du cordon bleu. Donc pour l'instant, hein, on est toujours avec Pierre Gagnère et il a encore 2 candidates. Je sais pas comment c'est possible ça à la fin, donc je suppose qu'il y aura 3 et il va en garder qu'une. Mais pour le moment, voilà, il y a 2 candidats qui restent, Shirley et Lise. Et on annonce que la semaine prochaine, il y aura la guerre des restos. Je n'avais pas prévu de faire la review la semaine prochaine, puisqu'en plus il y a Pékin qui revient. Donc je n'avais pas prévu, mais je pense qu'il y a des bonnes chances que je la fasse quand même. On verra, c'est pas sûr, sinon je la ferai dans 2 semaines comme prévu. Parce que la guerre des restos,
Resto est un des meilleurs épisodes de la saison, sans aucun doute. Bref, j'ai adoré cet épisode. Ce qui est le risque par contre, c'est qu'on a quand même cramé l'épisode des meilleurs ouvriers de France qui est vraiment exceptionnel chaque année. Là, on a fait un crossover en plus entre deux épreuves qui sont exceptionnelles. Mais je trouve même que le premier épisode sur cette nourriture qui dégoulinait, etc., était plutôt cool. Je trouve que cette année, est-ce que c'est moi, mais j'ai l'impression que les candidats sont soit meilleurs, c'est possible, soit ils ont beaucoup plus de personnalité malgré tout. Alors oui, ils n'ont pas beaucoup de temps d'antenne, donc c'est compliqué, mais on sent, je trouve, qu'il y a plus de personnalité. Il y a aussi plus un effet de groupe, enfin je sais pas, en tout cas c'est très différent, mais j'aime énormément. J'adore les chefs aussi. Je trouve que cette année, avoir mis 6 chefs, 3 chefs de chaque côté, alors oui, ça fait plus le show, peut-être, mais c'est aussi ça Top Chef aussi, hein, ça a toujours été plus ou moins, il y a toujours eu un peu de show, un peu de machin, mais je trouve que les chefs globalement ils se complètent plutôt bien, et quand on n'a pas Hélène Darroze, c'est toujours une qualité. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas surtout dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode si vous l'avez vu, et si vous l'avez pas vu, dites-moi si vous êtes allé le voir, parce que je vous ai dit d'aller le voir, allez le voir, c'est trop bien, c'était extraordinaire, alors, je vous ai tout spoil, mais c'est pas grave, allez le voir, c'était trop cool, vraiment c'était trop cool, allez le voir, c'était trop bien. Voilà, l'épisode 6 de Top Chef 2024, c'était une masterclass formidable, le meilleur épisode de Top Chef peut-être de tous les temps. J'en sais rien, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un épisode aussi exceptionnel, c'est formidable. Donc voilà, la semaine prochaine en plus c'est la guerre des restos, enfin on va continuer vraiment sur une saison pour le moment où vraiment je me régale. J'espère que ça va continuer comme ça, en tout cas pour le moment, j'aime beaucoup plus cette saison que la saison dernière. Et là, perfectamente mes amis, c'était formidable, formidable, ah ouais. Ah, je tarais, franchement j'en ai même hurlé quand je disais ah mais c'est trop bien, vraiment c'était magnifique. Bref, profitez-en, allez voir ça. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé évidemment. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!